Et moi avant par exemple, et je sais que c'est le cas de plein de personnes, et peut-être toi aussi si tu m'écoutes, j'avais très peu accès à ma colère. Très peu accès à ma colère. Je disais tout le temps, moi il en faut beaucoup pour me mettre en colère. Puis j'étais fière de ça, parce que c'est valorisé dans notre société, d'être une personne qui sait se contenir. Maintenant je dis l'inverse, il en faut vraiment peu pour me mettre en colère. Parce que maintenant ma colère je la sens et j'en ai pas peur. Je sais qu'elle est là pour me défendre, et du coup je peux la ressentir et la diriger comme je veux. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Coucou tout le monde, bienvenue dans cet épisode de podcast. Avant de commencer, je veux dire qu'il est bien mérité cet épisode de podcast parce que je l'ai enregistré une première fois et que ça n'a pas enregistré. C'est les aventures quand on est podcasteur. Bienvenue dans cet épisode sur les 9 signes qui montrent que t'es en train de sortir du trauma. D'où il vient cet épisode ? Il vient des questions qui émergent sur notre chemin de guérison. Et c'est des questions qui ne manquent pas d'émerger et qui émergent pour tout le monde. Vraiment, c'est ce côté universel de l'expérience humaine. C'est quoi ces questions ? Comment est-ce que je sais que je suis en train de guérir ? Comment je sais si l'anxiété que je ressens, ça veut dire que je suis en train de sortir du trauma ? Ça veut dire que je suis en train de sortir de cet état de figement ? Comment faire la différence avec ma bonne vieille anxiété qui, elle, n'était pas une anxiété ? Je vais l'appeler de libération ou de guérison. Quels sont les signes de guérison? Comment je sais ce qui tient de ma vraie personnalité versus ce qui était le résultat du trauma en moi quand je commence à guérir? Comment est-ce que je différencie ça? Comment finalement je sais qui je suis? Et pourquoi est-ce que je me pose toutes ces questions d'un coup? Donc ça, c'est les questions qui peuvent émerger quand on commence à s'intéresser à son système nerveux et qu'on commence le travail pour se libérer de ces traumatismes. C'est des questions qui généralement émergent dans les dernières semaines de notre programme Arise, et ces questions, elles sont vraiment importantes, donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter aussi sur le podcast. Avant de commencer, je veux vraiment vous remercier du fond du cœur aussi. Cet épisode, c'est l'épisode 137. J'ai publié le premier épisode de Pas de soucis en janvier 2022, donc ça fait plus de 4 ans maintenant. Donc vraiment, que tu sois une auditrice, un auditeur fidèle, ou que tu sois nouveau ici, bienvenue dans cet épisode et merci pour ta confiance, peut-être renouvelée maintes et maintes fois. Ça me touche vraiment énormément. J'ai une reconnaissance immense pour vous tous et toutes, que vous soyez là, intéressés par ce que j'ai à dire, intéressés par les concepts que j'essaie d'apporter de la façon la plus claire possible, sans trop simplifier aussi, parce que le trauma, c'est un sujet complexe et qui peut pas être réduit à des phrases toutes faites ou à des plans d'action en 3 étapes ou en 5 étapes. À toi qui es là, merci d'écouter, de réécouter les épisodes. Je sais que certains d'entre vous les écoutent plusieurs fois, prennent des notes pour vraiment intégrer ces connaissances, et merci de faire le travail sur toi. Je sais que c'est pas tous les jours facile, ce travail, ce chemin, vraiment, et que parfois on a envie de jeter l'éponge, mais le fait que tu sois ici à écouter le podcast, et même si tu fais rien d'autre, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui abandonne pas. Et je veux vraiment l'honorer, cette part de toi. C'est pas toujours une part qu'on aime bien sur ce chemin, parce que c'est elle aussi souvent qui est impatiente de guérir vite, et qui fait qu'on a envie d'abandonner si on voit pas les résultats qu'on aimerait voir. Mais voilà, c'est aussi cette part de toi qui t'a amené à ce travail guérisseur, qui t'a amené sur ce chemin de guérison, et qui, te fait y rester aussi, malgré le fait que ça va pas aussi vite que tu voudrais. Donc merci d'être là, et c'est parti pour cet épisode justement sur le chemin de guérison, et j'espère que ça va t'aider à voir des évolutions et à reconnaître des signes peut-être auxquels tu portais pas attention, et du coup à te faire constater que si ça avance, même si t'avais l'impression que ça avançait pas. Dans cet épisode, je vais parler vraiment de façon expérientielle, de façon empirique. Je vais partager ce que j'ai observé chez des centaines de personnes qu'on a accompagné, mon équipe et moi, depuis plus de 5 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est plus de 700 personnes qui ont traversé le programme Rise, donc ça commence à être vraiment un bel échantillon de personnes, et surtout un nombre de personnes qui permet d'observer de façon assez pertinente les processus internes qui peuvent se passer chez chacun et chacune, parce qu'encore une fois, on a tous et toutes notre histoire personnelle et des expériences très, très, très uniques, et en même temps, il y a une universalité
dans ce qu'on traverse. Donc je vais commencer avec les signes de guérison qui sont le résultat, et puis je parlerai du processus, à quoi ça ressemble quand on sort du figement, et ensuite je terminerai avec une petite partie sur les questions existentielles qui émergent et le changement d'identité qui ne manque pas d'arriver quand on sort de la survie, quand on transmute le trauma. Donc quels sont les signes de guérison? Numéro 1, j'ai davantage conscience de mon environnement. C'est quelque chose qui est minimisé. C'est le fait de, quand on arrive dans un endroit, de s'orienter. C'est-à-dire, j'arrive au café et au lieu de me mettre directement sur mon téléphone portable, je prends un moment, je sens la chaise sur laquelle je suis assise et puis je regarde autour de moi, ah tiens, il y a telle personne en train de lire son livre, il y a ces deux personnes en train de discuter, il y a des tables, il y a le café. C'est permettre à son système nerveux d'arriver lui aussi. Donc moi maintenant quand j'arrive dans un endroit, je m'oriente. Et c'est intéressant parce que si je m'oriente pas, par exemple je rentre dans le train puis je me mets tout de suite à lire mon livre, ça a pu m'arriver, ou dans le métro, tac, je sens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est mon système nerveux qui est en train de me dire mais attends, je sais pas où je suis là, je sais pas où je suis, donc prends quelques secondes pour t'orienter. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et c'est vraiment important, pourquoi? Parce que notre tête, elle sait très bien où on est. C'est-à-dire si je rentre dans le train par exemple, voilà, ça fait depuis ce matin que je sais que je dois prendre le train, j'ai regardé mon billet pour voir à quelle place assise je suis, etc., etc. Ma tête, elle sait très bien où je suis. Mais mon système nerveux, lui, il arrive grâce à mes sens, grâce à mes 5 sens. Donc lui, il a besoin d'un peu plus de temps. On dit toujours dans la somatic experiencing que comme le système nerveux, il a besoin de rattraper la tête un petit peu. Et c'est pour ça que dans tout ce qu'on fait dans le programme RISE et en somatic experiencing, dans le travail avec le trauma, on ralentit pour laisser le temps au système nerveux de lui aussi intégrer les choses. Et donc s'orienter, c'est ça, c'est permettre à mon système nerveux, à mon corps, de savoir aussi où je suis. Et c'est tellement important parce que c'est une compétence qu'on avait, ça, en tant qu'être humain quand on était enfant. Et puis, s'il y a eu notamment du trauma développemental, on était dans un environnement chaotique, voire dangereux, voire abusif, et ben petit à petit, on s'est coupé de notre environnement. On a appris à s'en couper. C'est une forme de dissociation. On peut être très connecté à notre intérieur, mais très déconnecté de l'extérieur. Et dans le travail sur soi, dans le développement personnel, on parle toujours d'aller à l'intérieur de soi, sentir son corps, etc. Oui, mais la pièce manquante, c'est l'environnement. Je dois être capable d'être dans mon corps et dans l'environnement en même temps. C'est fondamental. C'est fondamental. Sinon, je suis dissociée. L'orientation. Prendre le temps d'écouter, de regarder autour de soi. Et ça va être en lien avec mon deuxième point. Je suis davantage connectée au monde et aux autres. Et en même temps, j'ai un plus grand sens du moi. Ça veut dire que les choses sont à leur place. Je sais où est le monde, où sont les autres et où je suis moi. Donc ce que je vais dire, c'est que je suis plus sensible, mais de façon positive. De façon positive, c'est pas cette hypersensibilité désagréable aux stimuli sensoriels, mais je suis plus sensible à, voilà, la chaleur de mon thé, la présence d'une personne, plus sensible aux personnes qui m'entourent aussi. Je capte vite leur état, et encore une fois, c'est très différent d'avant. Parce qu'avant, j'avais ça aussi. Je captais tout de suite les autres, mais c'était pas agréable du tout. C'est quelque chose que j'avais entraîné pour survivre, parce que j'ai grandi dans un milieu où il fallait marcher sur des œufs, autour des adultes qui étaient dans la maison. Donc j'avais appris à capter la moindre expression du visage, la moindre intonation de la voix. Ça, c'est un signe de dérégulation. Maintenant, c'est voilà, je sais, je sens la personne. Ah, t'es fatiguée, ah, t'es pas bien. Et tout en sachant que elle, c'est elle, et moi, c'est moi. Donc si cette personne, elle est pas bien, je peux quand même être en sa présence, mais je vais pas être envahie par ça. Et ça, c'est la grande différence. Alors oui, c'est pas parfait tout le temps, et je sens clairement que si je suis déjà dérégulée ou activée moi-même, je risque beaucoup plus facilement de me faire emporter par ça, par l'autre personne, mais j'ai noté la différence, et c'est très net. Et c'est très net, particulièrement à 2 endroits, que sont le couple, donc les relations de façon générale, mais je vais utiliser le couple parce que c'est là où souvent c'est très fort, et mon entreprise. Dans mon couple, avant, si mon mari, il était grincheux, ou s'il était pas bien, ou s'il était en colère, je ne supportais pas. Parce que j'allais tout de suite dans c'est ma faute, et du coup j'allais tout de suite dans qu'est-ce que j'ai mal fait et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour vite réparer. Et ça, c'est exactement la réaction de l'enfant face à l'adulte qui se sent en danger, enfin face à un adulte qui est pas régulé. Et ce que ça faisait aussi, c'est que ça envoyait mon corps ou dans l'anxiété ou dans l'effondrement en fonction de où lui il était. S'il était en colère, j'allais être anxieuse, et si lui-même était effondré ou pas bien, j'allais moi aussi m'effondrer. Comme s'il n'y avait pas de barrière. Or, maintenant, je peux sentir qu'il y a une barrière. Chacun est à sa place. Je sais dans le sens de cette connaissance viscérale, je sens quelle est mon expérience et quelle est son expérience. Je donne un exemple d'il y a quelques jours. Je suis rentrée à la maison et Mathieu me dit, assez calmement d'ailleurs, il me dit, bon, je voulais rien dire, mais je vais le dire quand même calmement, j'étais en colère contre toi. Parce que Lila s'était réveillée de sa sieste et j'étais pas là. Et généralement, quand elle se réveille de sa sieste, si je suis là, je lui donne le sein et elle se rendort un petit peu, elle dort plus longtemps. Puis elle était encore un peu fatiguée. Mais moi, là, j'avais un appel
et j'avais vraiment besoin de bouger, donc j'avais décidé d'aller marcher sur la plage pour pouvoir faire cet appel et pour juste être capable de réfléchir. Et donc lui, il s'est dit elle aurait dormi plus et tout ça, il était en colère, et moi, j'étais très claire sur le choix que j'avais fait. Donc voilà, c'est passé. C'était totalement neutre et c'est passé rapidement pour nous deux. C'était neutre pour moi. Lui, il a pu gérer son mécontentement. On a pu exprimer, traverser et voilà. C'est pas toujours comme ça, mais c'est un exemple de ce qui est possible maintenant. Alors qu'avant, c'était pas du tout possible. Un autre domaine où c'est indispensable de savoir, de sentir les autres et soi, c'est l'entreprise. C'est indispensable d'avoir une bonne connexion aux autres, tout en restant soi. Surtout quand on veut être dans son leadership, quand on veut collaborer avec les autres, parce que avec le leadership viennent les attentes des uns et des autres, tout ce qui est projeté sur nous, les personnes qui sont pas d'accord avec nous, avec la façon dont on fait les choses, les personnes qui nous critiquent. Si vous vous exposez, nécessairement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas. Peu importe, l'important c'est la distinction, c'est que cette distinction entre soi et l'autre, elle soit très claire. Sinon, l'activation, elle est trop intense tout le temps. En fait, dans l'entrepreneuriat, j'ai fait un épisode de podcast où je dis que l'entrepreneuriat, c'est du trauma en bouteille. Parce que dans l'entrepreneuriat, on doit tout le temps faire des choses nouvelles, tout le temps aller hors de sa zone de confort. Et waouh, si on n'a pas de bonne distinction entre ça c'est le monde, ça c'est les autres et ça c'est moi, ça devient véritablement difficile. Et ça, je l'ai appris sur le terrain. Ça m'amène à mon point suivant, c'est le fait de pouvoir reconnaître ses erreurs, d'être capable de reconnaître ses erreurs. Et je sens que maintenant c'est de mieux en mieux, je peux reconnaître mes erreurs de façon beaucoup plus fluide. Pourquoi ? Parce que la honte toxique est moins forte. Ici, je vais partir d'un exemple concret dans lequel chacun et chacune pourra se reconnaître, j'imagine. Et c'est la situation où on reçoit un email ou un message difficile. Quelque chose qui est arrivé il y a des années, puis je me souviens parce que j'avais documenté comment j'avais réagi. C'est une personne de mon équipe qui m'avait écrit un très long email, plein de colère, en me disant qu'elle était déçue par moi, qu'elle se sentait pas considérée, et en listant toutes les choses que j'avais faites depuis des mois et qui lui avaient pas convenu. C'est hyper difficile à recevoir, ce genre de mail, ce genre de message, encore plus à accueillir. Ça a été un moment hyper inconfortable pour moi. Et un moment où j'ai pu voir mes progrès. Et où, à la fin de cette situation, je me souviens avoir été fière de me dire « Ok, je l'ai vraiment bien géré ». À la lecture de l'email, la première chose, c'était vraiment... Je lisais le contenu, puis je pouvais sentir ce qui se passait en moi. D'abord, la sidération, quelque chose de « Ok, je m'y attendais vraiment pas ». Ensuite, la colère. Avec tout ce que je fais pour cette équipe, elle est culottée de m'écrire ça et tout ça. Et puis c'est même pas vrai en plus. Tout de suite derrière la tristesse, je fais tellement de choses, personne le voit. Et puis la honte, je dois vraiment pas être bonne, faut vraiment que je fasse des efforts dans mon leadership, faut que je travaille là-dessus, je suis pas bonne dans ce que je fais. Puis ensuite l'impuissance, mêlée un peu avec du désespoir quoi, avec tout ce que je fais pour tout le monde, voilà le résultat, ça sert à rien, perte de sens. J'ai traversé tout ça et je voyais hyper clairement tout ça. Et je me suis dit bon, ça fait beaucoup, donc je vais ressentir dans le corps, c'est toujours la première étape pour moi, sentir ce qui se passe dans le corps et puis le faire circuler. Parce que avant de faire ça, je sais que j'arriverai à rien. Donc je me suis mise sur mon tapis, j'ai fait circuler ça puis me laisser ressentir tout ce qui était là. Et puis après, j'ai pu avoir à nouveau un peu d'espace pour être vraiment avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est là où moi, je vais voir les parts de moi. Ok, il y a cette part en colère. Je sens cette part super jeune de moi qui faisait toujours tout bien, qui devait avoir des bonnes notes. La part de moi qui se sentait pas vue, quoi qu'elle fasse, puis qui est encore très présente dans ma vie. Quand après, je suis présente à tout ça, petit à petit, le calme revient. Puis après, surtout l'espace de dire, ok, ce que je veux pour cette équipe, c'est être une bonne leader, une leader qui a de la compassion. Comment est-ce que une bonne leader réagirait dans cette situation-là. Donc le leader, qu'est-ce qu'il ferait ? Il écouterait, il amènerait de la curiosité, il verrait si c'est réparable avec cette personne ou pas en fait. C'est ce que j'ai fait, je me suis régulée, puis une fois que j'étais régulée, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne et j'ai fait exactement ça. Je l'ai écoutée, tout en gardant moi, en disant quand j'étais pas d'accord, quand j'estimais que notre expérience elle était différente. C'était super d'avoir pu rassembler le courage de prendre le téléphone et c'était vraiment nouveau pour moi. Et j'étais fière de pas avoir laissé la part en colère prendre le relais qui aurait été dans l'agression peut-être ou la part honteuse qui aurait essayé de se justifier. C'est pas ces parts-là qu'on menait la danse, c'est vraiment j'ai pu être dans mon authenticité, dire que j'étais pas d'accord avec tout, clarifier mon intention et écouter la personne. C'est un exemple en entreprise, dans mon équipe. En relation, reconnaître ses erreurs, moi j'arrive maintenant à dire à mon mari t'avais raison. Et je sais que c'est une expérience de plusieurs personnes qui font ce travail, être capable de dire tu as raison ou t'avais raison. Et ça peut paraître tellement simple, mais pour moi, c'était quelque chose qui était impossible avant. Parce que j'avais littéralement l'impression de mourir. Si j'admettais que quelqu'un a raison, ça voulait dire admettre que moi j'avais tort. C'était terrible parce que il y avait ce raccourci dans mon système et c'est ce raccourci vraiment universel qu'il y a entre je suis mes actions. C'est-à-dire, j'ai eu tort.
où j'ai mal réagi, où j'aurais pu réagir autrement, ça fait de moi une mauvaise personne. Et ça, c'est vraiment la honte qui parle. Et moi, si j'allais là-dedans, ça ouvrait une porte et derrière cette porte, il y avait tellement un océan de honte toxique que je me serais noyée là-dedans. Et donc, j'avais plein de parts protectrices qui trouvaient toujours un moyen pour que je n'ai pas tort. Des excuses, des raisons, des justifications. Et mon mari me disait, mais toi, t'as jamais tort, en fait. Être capable de rester dans une certaine neutralité face à des reproches et à des critiques constructives. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et ça vient avec la sortie du trauma parce que la honte a moins de pouvoir sur nous. C'est quand même beaucoup plus léger, quoi, de traverser la vie comme ça. Ouais, ok, je peux me tromper, en fait. Je peux me tromper sans aller dans un océan de honte. Et tout le monde va pas me détester ou me rejeter pour ça. Mais ça, c'est facile à dire. Maintenant, le vivre, c'est autre chose. Et quand on sort du trauma, c'est quelque chose qu'on vit parce que la honte est un pur produit du trauma, notamment du trauma développemental. 4e point, j'ai accès à ma colère, j'ai davantage accès à mes émotions de façon générale, et je suis moins dans le people pleasing en relation avec la colère. Un mot sur la colère, puis j'élargirai à toutes les émotions, mais déjà, la colère parce que c'est une émotion très forte, très chargée en énergie et dont on peut se couper très tôt. Notre colère est ce qu'on appelle dans le travail somatique l'agression saine. C'est-à-dire, l'agression saine, c'est pas l'agression, c'est vraiment cette force de vie qui nous fait aller de l'avant, quoi, qui nous fait dire voilà mes limites, voilà qui je suis. Et moi avant, par exemple, et je sais que c'est le cas de plein de personnes, et peut-être toi aussi si tu m'écoutes, j'avais très peu accès à ma colère. Très peu accès à ma colère. Je disais tout le temps, moi, il en faut beaucoup pour me mettre en colère. Puis j'étais fière de ça, parce que c'est valorisé dans notre société, d'être une personne qui sait se contenir. Maintenant, je dis l'inverse. Il en faut vraiment peu pour me mettre en colère. Parce que maintenant, ma colère, je la sens. Je la sens et j'en ai pas peur. Je sais qu'elle est là pour me défendre, et du coup, je peux la ressentir et la diriger comme je veux. Dans les relations, c'est tellement important aussi. Avec mon mari, on a appris à chacun accueillir la colère de l'autre. Parce qu'on fait tous les deux ce travail, donc on a des sorties de figement régulières, on passe des paliers. Et il y a eu des moments où c'était tendu. Quand on fait ce travail chacun, c'est hyper difficile déjà pour l'autre parce qu'il faut se réadapter à quelqu'un qui change. Et là, c'est moi qui ai insisté dans notre relation, j'ai dit, il va vraiment falloir qu'on fasse de l'espace pour les émotions de l'autre, qu'on fasse de l'espace notamment pour la colère de l'autre. Et moi, j'ai vraiment dû apprendre ça parce que j'ai grandi avec quelqu'un de très colérique et donc c'est quelque chose dont j'avais peur et que je ne supportais pas dans la relation, la colère. Et donc apprendre à accueillir la colère de l'autre sans se sentir coupable, sans essayer de réparer, juste faire de la place. Pas toujours facile, mais on s'améliore. Donc même dans ce 4e point, je dirais j'ai accès à ma colère et puis j'ai plus peur de la colère de l'autre. C'est-à-dire c'est vraiment une toute nouvelle relation à la colère. Et moi, quand je suis en colère, j'ai vraiment appris cet art de faire demi-tour. De dire voilà, maintenant c'est ma part qui est en colère qui prend toute la place là, donc ça va servir à rien, ça va mener nulle part. Je fais demi-tour et je vais faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, j'ai besoin de crier dans un oreiller, j'ai besoin de grogner, j'ai besoin de pousser le mur, j'ai besoin de faire des mouvements. Je vais faire ce que j'ai à faire pour faire bouger la colère puis être avec elle. De façon générale, quand on sort de la réponse traumatique, quand on sort du figement, les émotions vont revenir. Les émotions vont revenir, c'est-à-dire de les ressentir, celles qui sont agréables, celles qui sont moins agréables, mais on peut vraiment observer qu'on devient de plus en plus compétent dans la reconnaissance de ces émotions et de pouvoir les traverser. Et ça vient vraiment du fait qu'on apprend dans le travail somatique à contenir ce qui nous traverse d'un côté, et de l'autre côté, on augmente la capacité de notre système à être avec ce qui est là, avec ce qui se passe dans notre corps. Et en lien avec l'émotion colère, j'ai appris à écouter son message aussi. La colère, c'est une émotion protectrice qui émerge quand une barrière a été franchie. Donc ça peut être une barrière relative à notre intégrité physique, morale, relative à une décision qu'on a prise, à des choix qu'on a fait et qu'on veut qu'ils soient respectés. Et si c'est pas le cas, si ces choses-là elles sont pas respectées, la colère arrive. Et heureusement, c'est sain. Sinon, on est une personne sans barrière en fait. C'est pas sain du tout ça. Donc la colère, c'est l'émotion qui nourrit notre barrière, qui nourrit notre non. Et notre non, il est super important parce que le non protège notre intégrité. Avant, je le savais, mais dès que j'étais en relation, ça disparaissait complètement. Et j'étais absorbée par l'autre personne, je tombais dans ma réponse de survie très classique qui était le people pleasing. Donc c'est-à-dire, c'est quoi le people pleasing? C'est acquiescer, c'est répondre aux besoins de l'autre personne en s'oubliant complètement. En oubliant mes besoins, mes choix, mes circonstances, en perdant ma boussole en fait, en perdant ma direction, en perdant qui je suis. C'est entrer en fusion avec l'autre et être complètement absorbé par la relation et disparaître dans la relation. Si tu te reconnais là-dedans, écoute l'épisode 120 du podcast, c'est un épisode sur le people pleasing. Donc voilà, un grand signe de sortie du trauma, c'est apprendre à dire non. Et je sais que énormément de personnes sur ce chemin
ont appris à dire non et y arrivent maintenant. Moi, j'y arrive, 90-95% du temps. Et ça vient toucher une de mes grandes convictions sur le chemin de guérison, c'est qu'on ne peut pas le faire uniquement seul. Ça, c'est quelque chose qui se travaille vraiment en relation. Et là, moi, je crois profondément dans le pouvoir du groupe, surtout sur des sujets comme la suppression de la colère et le people pleasing, parce que c'est des stratégies qu'on a dû adopter pour survivre à certaines relations. Et donc, c'est des choses qui, si elles restent uniquement dans le contexte d'une thérapie individuelle, sont hyper fragiles. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Tu travailles ça chez le psy, tu sors de chez le psy, t'es hyper contente de tes progrès, tu te dis « Ah, c'est bon », tu te retrouves en relation et tous les anciens mécanismes qui reviennent au galop. Parce qu'il y a la mémoire implicite, parce que dans le corps il sent je suis en relation, c'est comme ça qu'on se comporte en relation. Et t'as pu faire tout ce que tu veux au niveau de ta tête chez le psy en individuel, ça ne tiendra pas dans ce moment-là. Donc à ces endroits-là, on a besoin de l'autre pour guérir, et pour moi on a vraiment besoin du groupe, parce que le groupe il va venir activer plein de choses en nous. Et en même temps il va pouvoir être contenant pour traverser ça. On a d'ailleurs toujours guéri en groupe en tant qu'être humain. Et ça m'amène à mon point suivant qui est en lien, parce que les humains, ils ont toujours utilisé la beauté aussi pour guérir. Si on regarde tous les peuples premiers, les peuples autochtones, les rituels de guérison, ils sont toujours en groupe et ils font appel au beau. Ça, c'est 2 caractéristiques qui sont toujours là. 5e signe que tu sors du trauma, le fait d'être plus sensible à la beauté. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté, justement, être plus sensible à la beauté. Quand j'étais à Paris, je me souviens au début de mes études, je courais les expositions. J'allais vers le beau, sans que le beau n'arrive à moi. Je le voyais, mais j'y étais comme imperméable. C'est-à-dire que je traversais ces expositions-là, je voyais Botticelli, tous les artistes, j'aimais beaucoup, mais je me rends compte et je me rends compte maintenant, que ça n'arrivait pas à moi. Il y avait quelque chose de, c'est beau, mais il n'y avait pas de sensation. Et c'était il y a un petit moment en séance de soul experiencing, la thérapeute m'a dit, c'est comme si vous saviez déjà il y a 10 ans ce dont vous aviez besoin, mais votre système, il était pas prêt pour ça. Et c'était très juste ça. Et maintenant, quand je m'oriente, en lien avec mon premier point sur l'orientation, quand je le fais en séance, quand je le fais juste pour moi, quand je le fais avec des clients, ou juste quand je prends plus de temps, je peux vraiment ressentir la beauté. La beauté de ce jaune moutarde là du coussin que je vois pendant que j'enregistre, le beau blanc d'un drap froissé d'ailleurs, mais qui est très beau quand même, une certaine lumière qui arrive par la fenêtre, des petits détails comme ça qui vraiment me procurent des sensations très agréables. Alors que Botticelli et Raphaël au Louvre il y a 10 ans ne me faisaient rien. Je suis sensible maintenant aussi aux intérieurs, j'aime bien la décoration, regarder, alors qu'avant pas du tout. Avant je qualifiais tout ça de superflu, le beau c'était inutile. Et là encore, on pourrait ouvrir une dissertation de philosophie sur est-ce qu'on a besoin du beau dans notre vie ? Je crois que oui, mais en tout cas, cette sensibilité au beau, pour sûr, c'est un signe qu'on sort du trauma. Parce que déjà, ça veut dire qu'on regarde autour de nous. Et quand on est sans cesse activé, quand l'énergie sympathique domine, il n'y a plus de place pour le beau. Il n'y a plus de place pour le moment présent. Il n'y a plus de place pour la nuance. Il faut du ventral, de la régulation, de l'expansion pour ça. Pour pouvoir recevoir ça. Et juste déjà le voir avant de le recevoir. Et c'est intéressant parce que s'il y a encore de la honte, on peut se juger pour ça au début. Et je me souviens, je me suis beaucoup jugée pour ça au début. Je me disais, ah ça y est, tu te sens un peu mieux, ou t'es un peu plus à l'aise financièrement, et ça y est, tu deviens superficielle. Parce que pour moi, c'était associé à ça, d'être sensible au beau. Mais c'était encore la honte qui parlait. Et il a fallu que je voie ça. Je me disais des choses comme, ah maintenant tu veux des belles choses alors qu'avant tu t'en fichais. Ta croyance, ça doit être bien vrai. Il y avait des croyances sur l'argent aussi. Tiens, ta croyance, ça devait être bien vrai, que l'argent, ça change les gens. Mais maintenant, je vois que ça n'avait rien à voir avec ça. Le fait d'être sensible aux belles choses et de pouvoir s'offrir ces choses, c'est des choses différentes d'ailleurs. Et les plus belles choses, elles sont gratuites, elles sont dans la nature d'ailleurs. Donc ici, je parle de sensibilité au beau. En fait, du fait que le beau ait un impact sur ma physiologie. Le beau change ma physiologie. Et ça, c'est un signe que tu sors du trauma. Donc si c'est quelque chose que tu observes en toi, et peut-être que tu mets sous le tapis ou que tu fais pas attention, ou même que tu te critiques pour ça, comme moi je faisais au début, fais de la place. C'est bon signe. Et ça va vraiment avec mon point de l'orientation. Juste tu vois qu'il y a plein de belles choses. Il y a plein de belles choses. Si on regarde, il y a plein de belles choses autour de nous. Juste les nuages qui se découpent dans le ciel. Parfois je regardais ici, là au bord de la mer, et parfois c'est à couper le souffle ça. C'est à couper le souffle. Aussi un bouquet de fleurs bien agencé, une décoration qu'on aime bien. Même je rentre dans une boulangerie et tout est là, hyper bien posé, c'est magnifique. Donc le beau, la sensibilité au beau. 6e point, le fait d'avoir plus d'énergie. Et vraiment cette énergie cellulaire, la vraie énergie. Et ça c'est peut-être la chose la plus différenciante dans le corps
Je fais pas plus de choses, parce qu'avant, même si j'avais pas l'énergie de faire des choses, je les faisais quand même, parce que je performais grâce à mes hormones du stress, et beaucoup d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. Et c'est encore le cas à des moments, mais maintenant je sens la différence dans le corps. Alors qu'avant, je sentais pas du tout. Quand je dépasse ma capacité, je sais, là, c'est les hormones du stress qui ont pris le relais. Et j'essaie aussi d'être consciente au maximum là-dessus et de dire, va falloir un temps d'intégration et puis de relâchement et de repos après. C'est vraiment difficile à décrire, cette différence dans le corps. Vous allez le sentir. Cette différence entre l'énergie, je vais dire la vraie énergie qui vient de ma cellule qui produit de l'énergie versus la fausse énergie de mes pauvres glandes surrénales qui doivent produire les hormones du stress pour que je puisse continuer à fonctionner. Et ça s'explique aussi. Ce qui nous permet d'être debout, de faire ce qu'on a à faire dans la journée, c'est nos cellules, c'est plus précisément nos mitochondries. Et les mitochondries, c'est des petites usines de production d'énergie qui produisent ce qu'on appelle de l'ATP. Et c'est ça qui nous permet de faire face aux challenges dans nos vies. Et d'ailleurs, si on n'a pas assez d'énergie, on a du mal à répondre aux demandes de la vie et on va dans notre réponse traumatique beaucoup plus facilement. Donc je vais pas entrer en détail là-dedans, mais signe vraiment que tu sors du trauma, cette différence dans l'énergie dans le corps. Donc sentir que tu as de la vraie énergie disponible. 7e signe, les activations durent beaucoup moins longtemps et tu retrouves ton chemin vers la régulation beaucoup plus facilement. Et ça, c'est en lien avec l'énergie aussi et ça fait trop du bien parce que ça prend beaucoup moins d'énergie. Je vais prendre un exemple avec le fait de pleurer, quelque chose qui te fait pleurer. Applique-le pour toi, n'importe quoi qui t'envoie dans le trop, même si tu pleures pas d'ailleurs, quelque chose qui t'envoie dans le trop. Je vais illustrer avec un exemple ici aussi. Ces derniers mois, j'ai tellement pleuré parce que entre l'entreprise, un enfant, le premier enfant où j'ai tout à apprendre, les douleurs de la fissure anale pendant des mois et des mois, vraiment il y a eu plein de moments où juste c'était trop en fait. Et pleurer me permettait de décharger. La différence avec avant, c'est que avant j'aurais pleuré et ensuite ce qui se passait c'est que je continuais à pleurer parce qu'il y avait plein de pensées qui venaient nourrir mes pleurs. Tu pleures et puis après il y a plein de pensées qui arrivent et puis il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et en fait c'est uniquement ma tête qui essaie de matcher l'état de mon corps dans ce moment-là. Mais il y a plus de trop à ce moment-là. L'activation, elle est passée depuis longtemps. Le corps, il a fait ce qu'il avait à faire depuis une demi-heure déjà. Et grâce à ce travail dans le corps, à cette interoception qu'on développe, donc l'interoception, c'est le fait de sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Maintenant, quand ça arrive, je remarque que je peux stopper ça en me réorientant dans l'ici et maintenant, en allant vers une ressource, en allant vers quelque chose qui me fait du bien. Et donc je passe plus des heures entières complètement effondrées comme c'était le cas avant. Et ça, c'est vraiment salvateur parce que des heures à pleurer, à ruminer, ça prend juste de l'énergie et ça n'amène rien en fait concrètement. Une fois que les quelques minutes de pleurs, que la libération, que le trop-plein est sorti, que la libération s'est faite, le corps il a fait ce qu'il avait à faire. Le reste n'est que nourri par notre tête et par des chemins neuronaux qui ne savent pas retrouver leur chemin vers la sécurité. Donc, il faut apprendre à notre système nerveux à le faire. Et ça vaut vraiment le coup de faire ce travail avec le système nerveux parce que ces moments d'effondrement, ils sont épuisants et c'est pas le bon apprentissage. Et je me souviens comme par le passé, je pouvais être tellement vidée par ces épisodes après avoir pleuré comme ça. Maintenant, c'est voilà, pleurer quelques minutes, le corps il a relâché le trop, et je passe à autre chose. Même chose avec une remarque de quelqu'un qui m'a activé, voilà, je suis en colère, je suis irritée, je traverse ça et je peux passer à autre chose. Mon système nerveux retrouve son chemin beaucoup plus facilement. 8e signe que je sors du trauma, je ne reste plus avec l'inconfortable et avec le difficile inutilement. Je m'explique. C'est pas que je fais plus rien de difficile ou que j'évite l'inconfort, pas du tout. On sait que le chemin de régulation, c'est pouvoir faire de la place au confortable et au confortable, à l'agréable et au désagréable, c'est retrouver le choix, donc c'est justement pouvoir être aussi avec ça. Donc c'est pas ça, parce que par définition, si je m'engage sur ce processus de guérison, je vais avoir une capacité de plus en plus grande à être avec ce qui est inconfortable. Je parle vraiment de l'inconfortable inutile ici, c'est-à-dire être mal assis, c'est-à-dire supporter un vêtement qui gratte, c'est-à-dire avoir froid et puis pas prendre le temps de me couvrir ou de me remettre une couche en plus, de me mettre un vêtement. Tout ça, avant, c'est des choses que soit je remarquais même pas, soit je supportais. Parce que pas le temps, parce que j'avais mieux à faire. Je pouvais rester des heures assise dans une position hyper confortable, à avoir froid, sans rien changer. Aujourd'hui, c'est comme si, c'est l'inverse, c'est comme si je peux pas faire autrement que d'écouter mon système et d'en prendre soin. C'est comme si mon corps et tout mon système nerveux étaient plus présents, s'imposaient à moi. Et c'est une bonne chose. C'est pas que je suis devenue, que d'un coup je suis devenue en sucre, ou c'est pas ça, c'est maintenant, j'écoute ça. Je ressens plus le besoin de prouver que je peux tout faire dans n'importe quelle situation, que je suis une warrior. C'est une qualité que j'ai, oui,
Et je suis toujours capable de travailler sur un coin de table, dans une position inconfortable et tout ça. J'ai ça en moi et je peux sortir cette carte de mon chapeau si c'est nécessaire à un moment, mais de façon générale, je veux être bien. Je veux écouter mon système et lui donner la sécurité et le soutien dont il a besoin. Et ça participe à me donner de l'énergie. Je suis moins fatiguée parce que je prends ces 30 secondes pour me soutenir le dos, pour mettre un coussin d'acupression sous mes pieds, pour m'hydrater correctement, faire une pause, boire. Donc, j'en fais pas moins dans la journée, j'en fais tout autant, mais à la fin de la journée, je suis beaucoup moins fatiguée. Et ça, c'est la beauté d'écouter son système. Je trouve que c'est vraiment important d'en parler en ces termes, parce que moi, je pouvais avoir cette croyance que, regarde là, tous ces gens qui s'écoutent, qui font que ce qu'ils veulent et tout ça, c'est pas ça. C'est juste, j'écoute pour donner à mon corps ce dont il a besoin et on est alliés, en fait. Et ça va permettre qu'on soit alliés et que l'énergie qui est disponible, elle soit vraiment disponible et elle soit pas dépensée pour rien, en fait. Elle soit pas dépensée dans des tensions inutiles parce que je suis dans des positions pas possibles dans mon corps, etc. Donc, ma vision des choses, elle a changé là-dessus. Je sais que je peux faire des choses difficiles, j'en ai traversé plein, et si besoin, je peux en traverser à nouveau, mais je vais pas me mettre exprès dans des situations difficiles pour prouver que je peux le faire. 9e et dernier signe, mes symptômes physiques ont disparu et certains pans de ma physiologie, donc des aspects de ma physiologie ont complètement changé. J'ai fait cet exercice il y a près d'1 an maintenant, et quand j'ai préparé cet épisode de podcast, je suis retournée dans les notes de mon téléphone, et j'ai vu que c'était à l'été dernier. J'avais listé tout ce qui avait changé dans ma santé, donc c'est-à-dire vraiment au niveau physiologique, depuis que j'ai commencé ce travail sur mon système nerveux autonome. Et donc je vais lister quelques-unes de ces choses, puis ce sera différent pour chacun et chacune de vous, et je t'invite, si tu m'écoutes, à faire cet exercice parce que c'est trop cool pour voir les évolutions. Donc mon asthme est parti, j'ai plus d'asthme, j'ai plus d'eczéma. Je respire par le nez et pas par la bouche, et donc du coup mes nuits sont juste 1000 fois plus réparatrices, j'ai besoin de moins de sommeil, c'est très net, c'est très intéressant. J'ai plus tout le temps froid, avant j'avais tout le temps froid. J'avais tout le temps froid aux pieds, aux mains, je pouvais avoir les jambes même un peu bleues, les pieds. En hiver, j'avais des doigts qui devenaient blancs, enfin j'avais vraiment une mauvaise circulation sanguine. Maintenant, c'est plus le cas. J'ai une bien meilleure circulation. J'ai de la sueur. Avant, j'étais quelqu'un qui ne suait pas, et ça, c'est vraiment un signe de figement. C'est pas bon de ne pas suer. Si je fais du sport et que je me dépense, il doit y avoir de la sueur. Maintenant, je sue. J'ai plus de constipation. Donc même chose, ça veut dire que ça circule beaucoup mieux dans le corps. Je suis sortie de figement à ces endroits-là. J'ai une relation à la nourriture qui est complètement apaisée. Après plus de 10 ans de vraiment ce qu'on peut appeler des TCA, je m'hydrate assez et facilement, alors qu'avant j'étais un chameau, genre j'avais vraiment du mal à boire. J'ai vécu une bonne partie de mes études avec une douleur au genou, sans cesse une douleur au genou, et j'étais jeune, hein. J'ai plus de douleur au genou. Le volet sport aussi, mes capacités physiques, ma performance, elle est bien meilleure, je peux pousser mon corps et je récupère beaucoup plus vite après, alors que avant j'étais tout de suite essoufflée, et puis après le sport j'avais mal partout, genre c'était terrible, j'avais vraiment la sensation d'être genre abîmée après le sport. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Tout ça, ça a vraiment changé au niveau physiologique, et c'est cool. Et je t'invite vraiment, fais cette liste, parce que moi, ça m'a vraiment éclairé. Prends le temps de penser comment c'était avant et comment c'est maintenant. Donc ça, c'est les signes de sortie de figement. Voilà, donc j'arrive dans ma dernière partie sur la réponse traumatique. Comment est-ce qu'on va dans le trauma? Parce qu'on est dans cet épisode-là sur les 9 signes pour sortir du trauma. C'est quoi la réponse traumatique? C'est ce qu'on appelle le figement. Donc je vais dire quelques mots sur comment on y arrive et puis comment on sent qu'on en sort. C'est ce que je viens d'évoquer dans ces 9 signes, et je terminerai avec un petit point sur les questions existentielles qu'on se pose sur ce chemin. Dans cet épisode, t'as vraiment un bon tour d'horizon de tout le parcours, de tout ce qui se passe quand il y a traumatisme dans le système d'une personne. Donc, qu'est-ce qui se passe face à une menace? Ok, quand je me sens en danger, une menace, une blessure, un événement stressant qui dépasse la capacité de mon système à gérer, le système nerveux autonome, il lance en fait automatiquement, inconsciemment, un ensemble d'instructions, et cet ensemble d'instructions, les toutes premières instructions, c'est combat ou fuis. Libère les substances chimiques, libère les hormones du stress qui te permettent de combattre ou de fuir. Si on peut pas fuir ou combattre, là c'est une partie plus ancienne de notre cerveau qui prend le relais, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, et là l'instruction c'est ne bouge pas. Okay, la meilleure chance de survie là maintenant, c'est de pas bouger, de s'immobiliser. Et puis ensuite, une fois que le danger est passé, l'instruction c'est sors de ton immobilité. Si aucune de ces instructions ne peut achever son cycle, elle reste dans le système, en fait, ces instructions-là. Comme si l'accélérateur, un court, fuit, combat, et puis le frein ne bouge pas, restent tous les deux actionnés en même temps, en fait, sous la surface. Donc si on ne permet pas à ces instructions de s'achever, si on passe outre ça, outre ces réponses de survie, à cause de la peur, à cause du fait qu'on n'ait pas l'énergie, à cause des circonstances de la situation, à cause du conditionnement social, ça se fait pas de dire ça ou de faire ça, nanana. Si on ne se permet pas d'achever, et quand je dis on ne se permet pas, souvent c'est inconscient, d'achever
ces réponses de survie, et ben l'énergie elle reste bloquée comme en boucle à l'intérieur. Le système il essaie d'accélérer, il est freiné, il essaie d'accélérer, et c'est ça, cette empreinte qui est laissée dans notre système qu'on appelle la réponse traumatique, qu'on appelle le traumatisme. Et ça, en conséquence, ça dérégule le système nerveux. C'est ça qu'on appelle la dérégulation du système nerveux. Donc pour éviter ça, cette dérégulation et puis les effets physiques qui l'accompagnent, on sait toutes les maladies chroniques qui viennent avec ça, les troubles émotionnels, les problèmes de santé mentale, on doit permettre à ces réponses d'être achevées. Et ce processus-là, il doit se dérouler lentement parce que le système nerveux, il est complexe et que c'est exactement de ça qu'on a manqué dans le moment, c'est de temps et d'espace pour que la réponse se complète. Ça doit se faire, ce processus, il doit se faire dans un système nerveux qu'on a la capacité, on doit pouvoir avoir la capacité de ressentir ce qui se passe. Voilà pourquoi dans nos programmes, on s'emploie tellement à augmenter notre capacité, muscler si on peut dire, et solidifier cette capacité d'être avec ce qui se passe en nous sans nous dissocier. Et le processus, il peut être tenu alors par un thérapeute qui sait comment traquer le système nerveux autonome, qui a appris à faire ça, c'est ce qu'on apprend dans les formations de somatic experiencing notamment, et ou tenu par un groupe. Donc voilà, on a compris que quasiment tous nos problèmes peuvent être attribués à des traumatismes non résolus. Voilà, les grandes leçons, c'est que personne n'échappe au trauma et que tout ce qu'on vit au quotidien peut être relié et attribué à des traumas non résolus dans le système. Et ça a du sens parce que on l'a dit, ces réponses de survie, elles restent bloquées dans le système nerveux autonome. Or, le système nerveux autonome, c'est lui qui régit toutes les fonctions automatiques du corps. Le fait qu'il y ait ces réponses non achevées à l'intérieur, ça va mettre le chaos et du coup, le chaos dans la fonction immunitaire, dans les sécrétions hormonales, dans la digestion, dans le maintien de la barrière intestinale, dans la sécrétion d'enzymes, dans la réparation des cellules, la respiration, le rythme cardiaque, la température du corps, la circulation, tout ce que gère le système nerveux autonome. Et donc après, on s'étonne, les maladies chroniques. C'est vraiment ça à retenir, c'est pas l'expérience qui nous traumatise en soi, c'est la capacité qu'on a ou non, l'énergie disponible ou non, qui nous permet d'exécuter ces instructions automatiques et inconscientes qui sont envoyées par le système nerveux en réponse à l'expérience. Et c'est notre capacité à y répondre qui déterminera si on devient ou non traumatisé. Et il faut se souvenir que la plupart d'entre nous, on n'a pas été autorisés à compléter ces réponses de survie. Circonstances, éducation, conditionnement social. L'enfant à qui on crie dessus, il veut s'enfuir mais il peut pas. L'enfant qu'on abuse, à qui on met une claque, il veut se battre, mais il peut pas. L'enfant ne peut pas s'enfuir, l'enfant ne peut pas se battre. Donc une partie de la physiologie de l'enfant reste coincée nécessairement en figement, alors qu'il continue sa vie. Le figement, c'est la seule option à ce moment-là. Et au fil du temps, elle devient l'option de choix, elle devient l'option par défaut du système nerveux pour faire face au stress. Et donc on finit par vivre dans ce qu'on appelle le figement fonctionnel. À chaque fois que je suis figée à l'intérieur, mais j'utilise le stress et les hormones du stress pour continuer à fonctionner. Sauf que je suis figée à l'intérieur. Une partie de ma physiologie est restée figée. Et dans cet état-là de figement, la respiration, le pouls, la circulation du sang, la circulation de la lymphe, l'ensemble du métabolisme ralentissent. Dans cet état-là, il y a de la dissociation aussi. Il y a de l'incohérence. C'est un système qui ne fonctionne pas de façon cohérente. C'est un système qui a du mal à s'organiser, qui a du mal à mener les choses à bien. On peut avoir du mal avec les compétences sociales aussi. C'est un système qui n'a pas accès à son état ventral, qu'on appelle l'engagement social, qui nous permet de nous connecter aux autres. C'est des personnes qui savent pas quoi faire quand elles sont en lien avec d'autres personnes. Des problèmes digestifs, une léthargie, et puis parfois, on fait une sortie de figement, là, on a une crise de rage, que l'énergie sympathique qui essaye de sortir, le frein qui gagne un peu dans le combat entre l'accélérateur, qui gagne un peu dans ce combat entre le frein et l'accélérateur. Ça, c'est le figement. Quand on travaille avec son système nerveux, on travaille doucement à sortir de là. Et doucement, c'est la clé parce qu'on ne veut pas renvoyer le système dans des états de peur et dans les réponses de survie qui l'ont submergé à la base. Et ça, je veux faire écho à ce que je disais tout au début de l'épisode, si t'as le sentiment que parfois ça va pas assez vite. Ça doit se faire doucement, ce travail. C'est la seule façon. Et crois-moi, et je l'ai déjà dit dans des épisodes où j'ai déjà partagé sur les réseaux, j'aimerais tellement pouvoir dire, allez, en 3 semaines, on va le faire, let's go, bootcamp. Ce serait beaucoup plus sexy pour moi de vendre ça. Beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Mon marketing en serait tellement facilité. C'est pas vrai. Pour la plupart d'entre nous, ça va mettre des mois, voire des années, et ça va demander de l'engagement. On sera pas engagé à la même intensité à tous les moments, parce que life happens, il y a la vie aussi, et c'est pas grave, mais on doit rester engagé sur ce chemin. Une de mes mentors disait toujours, soit on guérit pas. C'est comme dans la nature, une fleur, soit elle
s'épanouit, elle grandit, soit elle fane. Rien n'est jamais statique. Donc la guérison, c'est un processus. Comment je sais maintenant que je sors du figement? Je retrouve de l'énergie, ce dont je parlais, une énergie qui est différente, hein. C'est vrai, c'est vraiment cette énergie cellulaire dont j'ai parlé. Il peut y avoir de l'anxiété. Ça peut être difficile de faire la différence entre notre bonne vieille anxiété et puis cette anxiété-là. Mais généralement, on le sent parce que l'anxiété, elle revient sans crier gare. Ça allait mieux, on n'avait plus d'anxiété, puis d'un coup, sans raison, et on sait qu'on est sur le chemin, on sent bien qu'on est sur le chemin, on traverse une couche de figement, puis il y a de l'anxiété derrière. Et c'est logique. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi l'instruction première du système nerveux? C'est fuis ou combat. C'est l'énergie sympathique. Et l'anxiété, c'est vraiment de l'énergie sympathique. On tient pas en place, on s'inquiète. Donc quand on repasse de l'autre côté dans notre système nerveux, quand on sort du dorsal, ce qu'on rencontre derrière, c'est l'état sympathique. C'est vraiment naturel. D'accord? Un partage personnel ici, moi sur ce chemin, j'ai vraiment traversé des couches de figement et j'ai pu ressentir une grande fatigue, c'était le dorsal, c'est une fatigue. Des périodes comme ça de 2 ou 3 semaines où je pouvais pas lutter contre cette fatigue-là. Et puis après de l'anxiété pendant quelques jours, c'était vraiment ça, mon système nerveux, il faisait le chemin inverse. Frein, accélérateur, et il retrouvait son chemin vers la régulation. Du figement suivi du dorsal, suivi du sympathique derrière, hyper important. Et hyper important ici de comprendre ce qui se passe. Hyper important de savoir se réorienter. Hyper important d'être clair sur ses ressources, de savoir comment soutenir ce qui est en train de se passer. C'est des sorties de trauma, ça. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Mais pour ne pas avoir peur, pour ne pas dire « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, je suis tellement fatiguée, ça y est, je suis en train de faire un burn-out et d'aller dans la panique. » On doit comprendre ce qui se passe dans notre système nerveux. On doit comprendre notre physiologie et savoir quelles sont les étapes. C'est pour ça que dans mes programmes, tout est séquencé. L'ordre des choses a vraiment une importance parce qu'on veut permettre au système nerveux de faire le chemin inverse. Et il y a un ordre des choses dans la nature. Un autre signe qu'on sort du figement, ça commence à rebouger dans le système digestif. Donc ça y est, on entend notre système digestif. Et il y a des personnes, pareil, qui paniquent à ce moment-là. Oh là là, il y a des gargouillis, il y a des gaz, il y a des choses. Ouais, un système digestif, c'est censé bouger, en fait. Un système digestif que tu n'entends pas, c'est un système digestif qui est figé. Et peut-être depuis bien longtemps. Donc c'est bon signe, il se passe des choses. On retrouve de l'élan, on retrouve de l'envie. On peut faire des choses, mais c'est pas cette énergie super forte à l'intérieur, puis on n'arrive à rien mettre dans la matière, que c'est vraiment de la bonne énergie. Il y a plus de ressenti, les émotions, voilà, on a accès à nouveau à nos émotions, notamment. Ça, c'est tous des signes qu'on sort, qu'on est en train de sortir là du trauma, du figement. Et puis il y a ces questions qui arrivent sur le chemin. Ces questions existentielles, ce changement d'identité, parce qu'on commence à plus être la même personne. Ces réponses de survie, là, prenaient tout. Enfin, en tout cas, les tentatives du système de compléter les réponses de survie, c'est ça qui accaparait la majorité de notre énergie, et c'est ça qui régissait la plupart de nos réactions. C'est sûr, cette question vient. Comment je sais ce qui tient de ma vraie personnalité versus ce qui était le résultat du trauma en moi? Comment je sais qui je suis? Gabor Maté, il en parle très bien de ça. Il dit que la personnalité, c'est un mélange, en fait. C'est vraiment ce savant mélange entre des vrais traits de caractère, des traits de personnalité qui sont les nôtres, et des stratégies de survie, et du trauma, en gros. Donc quand on commence à faire ce travail au niveau le plus profond, qui est celui du système nerveux autonome, ça peut être déroutant. Parce que toutes ces stratégies d'adaptation et de survie, elles bougent, voire elles disparaissent à un moment. Parce qu'on n'en a plus besoin, tout simplement, on a pu les remplacer par des ressources, et notre système, il a retrouvé la sécurité. Donc il y a cette question, qui suis-je, quoi? Qui suis-je si je suis pas anxieuse? Moi, c'était mes questions. Qui suis-je si je suis pas celle qui est à 1000 à l'heure tout le temps? Qui suis-je si je suis pas la stressée de la vie dans le groupe d'amis? Qui suis-je si je suis pas celle capable de faire 3 choses en même temps? Si je suis pas celle qui est tout le temps forte, la super-héros qui arrive tout le temps, Camille, elle va y arriver. Qui suis-je si je suis pas la solitaire? Parce que maintenant, j'ai plus besoin de m'isoler comme ça. Je me sens en sécurité dans la connexion aux autres. On doit absolument normaliser cette expérience. C'est normal de se poser toutes ces questions. C'est sain. Ça serait pas normal de pas le faire si on se les posait pas. Si tu m'écoutes, c'est que je pense que t'as un peu d'expérience dans le développement personnel. On parle souvent de cette métaphore de l'oignon, Au fur et à mesure qu'on le guérit, c'est comme éplucher un oignon. Et ce dont on parle peut-être un peu moins, c'est qu'avec chaque couche de l'oignon, il y a des questions qui émergent. Et vraiment, ça peut être déstabilisant. Vraiment, ça peut être déroutant. Moi, j'ai été cette personne capable de mener 10 projets de front. Tout le monde me disait, Camille, quand je te vois, je me demande comment tu fais, tu y arrives toujours. J'ai envie de répondre, c'est la magie du figement fonctionnel. Mais je suis en train d'en sortir, j'ai plus envie d'être capable de mener 10 projets de front. Parce que le prix à payer, il est énorme. Le prix à payer, c'est du cortisol tout le temps dans mon système, ces hormones de stress qui font que je ressens pas à l'intérieur de moi. Puis moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de sentir ce que je vis. C'est pas un sujet très trendy et très sexy, mais à un moment donné, je vais mourir, comme tout le monde. Donc j'ai envie de vivre la vie, j'ai envie de me sentir vivante. Je veux pas des hormones du stress qui m'anesthésient là à l'intérieur, en permanence. Donc j'ai plus envie d'être la super-héros tout le temps.
J'ai envie de pouvoir me poser 15 minutes, 20 minutes, 1 heure et d'apprécier ça. Ce que j'ai pas pu faire les 25 ou 30, voire 30 premières années de ma vie. Et bien sûr, il y a des parts de moi qui vont devoir faire un deuil à cet endroit-là. Parce que, ah Camille, je sais pas comment tu fais, ça force l'admiration des autres, ça. C'est super de recevoir de l'admiration. Il y a plein de parts de moi qui se sont accrochées à ça, qui en étaient fiers, qui trouvent ça super de pouvoir faire tout ça. Il y a une autre part de moi qui aimerait vivre un peu, quoi. Qui aimerait vivre ce que je disais tout à l'heure, l'erreur est humaine. Ne pas avoir envie, c'est humain aussi parfois. Pouvoir prendre le temps sans toujours penser à 1000 choses. Et c'est en train de s'équilibrer ça, à l'intérieur. Le processus, il est en marche depuis des années maintenant. Et je vois ces évolutions, je vois ces dimanches où je peux en faire moins. Je vois ces moments où je peux fermer mon ordinateur et dire « Ok, non, là je vais écouter un podcast ou là je vais juste me mettre sur mon tapis, puis tu sais quoi, je vais rien faire. » Doucement mais sûrement, le changement se fait. En étant maman, je dois les prendre encore plus, ces temps-là. Et ça a été difficile au début, parce que ça aussi c'était une nouvelle identité. Donc plein de questions. Et c'est super de se poser ces questions. Même si ça peut paraître un peu déroutant. Et là, on a les outils. Ça nous met des turbulences dans notre système. Ok, pas de problème. Je vais me réorienter. Container, ok, je m'ancre. Je reviens dans l'ici maintenant. Et je veux dire qu'il y a des parts de nous qui seront peut-être plus difficiles à lâcher que d'autres. Je les appelle des peaux de serpent, dont on doit se débarrasser. Les serpents, ils muent. Mais il y a des peaux qui sont très valorisées par la société, dont faire plein de choses à la fois, être entrepreneur, connaître le succès, performer, ça c'est très valorisé. Donc c'est vrai qu'il y a presque un peu une révolution interne et externe à faire. Et pour pouvoir répondre à cette question, qui suis-je? Et je crois qu'en ce moment, peut-être je sais pas bien. Je suis entrepreneur, je suis maman aussi maintenant. Sacré chamboulement d'identité. Je commence à être quelqu'un qui aime prendre son temps pour faire les choses, qui aime le beau, qui aime l'attention portée aux choses, alors qu'avant je le voyais même pas. Je suis sportive maintenant. Je m'entraîne minimum 3 fois par semaine, plus un peu de yoga, parfois de la course, alors qu'avant je pensais que mon corps était faible, que j'avais pas un corps adapté au sport. Je donne ces exemples de changement pour normaliser en fait le changement d'identité. Déroutant, mais changement d'identité qui vient avec la guérison, et t'autoriser à te poser ces questions sans qu'elles soient submergentes, et puis ouvrir un espace aussi où pour le moment c'est ok de pas avoir des réponses bien claires. Et ça, en soi, c'est un signe de guérison. Et ça serait peut-être le 10e de cet épisode. Faudra que je renomme l'épisode. Non, 9 ça fait mieux que 10, je vais pas le renommer. Mais ça serait le 10e signe, être capable d'ouvrir un espace où il n'y a pas encore toutes les réponses, sans être submergé. Et ça, c'est vraiment un sacré signe de guérison, parce que dans l'état sympathique, dans l'état de survie, il n'y a pas de place pour la nuance. S'il y a de la place pour la nuance, s'il y a de la place pour je sais pas mais ça va venir, cette confiance, s'il y a de la place pour la confiance, la nuance, donner du temps, donner de l'espace aux choses, alors il y a du ventral. Cet état de connexion et de sécurité à l'intérieur de notre système nerveux autonome. C'est vraiment un sacré signe de guérison. Voilà pour cet épisode sur la sortie du trauma. C'était pas un épisode court et il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais vraiment retracer un peu tout le chemin. Je te remercie d'être ici, vraiment, vraiment. Parce que l'écriture des épisodes, le partage aussi, c'est des choses qui requièrent de l'espace, qui requièrent du temps, qui sont guérisseuses aussi pour moi. Donc merci d'être sur ce chemin. Merci de faire le travail. Merci de sortir du traumatisme et de partager les épisodes, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le faire, aux gens que vous aimez, aux gens qui comptent pour vous. Je crois que cet épisode, il est précieux à partager, parce qu'il y a plein de personnes qui peut-être se demandent ce qui leur arrive, et c'est du positif. Et c'est du positif, même si ça peut être un peu troublant. Donc merci pour tout, prends bien soin de toi, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.